Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et BioPure, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mes deux invités du jour posent cette question: peut-on se souvenir de l'au-delà ? Pour eux, notre futur collectif serait attiré par un point de convergence qui marque la réunion des consciences des défunts et des vivants, le point oméga. L'au-delà et l'ici-bas ne seraient alors séparés que par un mince voile. Dans cet épisode, je reçois un chercheur en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien et un journaliste scientifique, expert des états modifiés de conscience. Ils publient un nouvel ouvrage, Se souvenir de l'au-delà, après leur livre précédent, donc Se souvenir du futur, pour lequel ils étaient déjà venus dans Métamorphose. Je suis ravie d'accueillir Romuald de Terrier et Jocelyn Morrison. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Anne. Alors soyez les bienvenus, on est ravis de se parler là parce qu'on a eu des problèmes techniques. Évidemment, on est tous confinés, donc on est à distance et pas dans mon cher studio d'enregistrement à Paris comme la dernière fois. Alors comment... Romuald, tiens, comment est venue l'idée de ce livre sur ce sujet ? Je crois que c'est toi qui l'as un peu initié. Si tu veux, en fait, par rapport à ce souvenir du futur, c'est quand même un peu une suite logique. C'est-à-dire que pendant que je travaillais sur mes chapitres dans ce souvenir du futur, a émergé vraiment l'idée quand même que ce sujet était aussi en lien non seulement avec le futur, mais aussi avec l'au-delà. Via la rétrocausalité et puis tout un ensemble d'expériences, si tu veux, que j'avais eu aussi dans ma vie de terrain, c'est-à-dire en Amazonie. Et je me suis dit, ça serait bien peut-être de faire un volume 2 qui ne serait pas ce souvenir du futur 2. Je trouvais ça vraiment pas top. Et vraiment de faire un livre sur l'au-delà, donc qui s'intitulait naturellement, de façon très claire, ce souvenir de l'au-delà. Voilà. Alors pour revenir un petit peu en arrière, tiens Jocelyn, comment est-ce qu'on pourrait définir l'au-delà pour tout à chacun ? C'est quoi l'au-delà ? Ah, c'est moi qui ai des questions difficiles. Eh bien, l'au-delà, oui, il y a plein de façons d'en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui nous attend seulement après la mort, donc dans le futur, ou est-ce que c'est quelque chose qui est là constamment ? Nous, c'est un peu la piste sur laquelle on est parti, c'est-à-dire que c'est une dimension, c'est une autre vibration, c'est un état d'être. Pour moi, c'est un état d'être, un état de conscience qui est proche de notre état de conscience ordinaire, ce qui fait que l'au-delà, en fait, il est présent à chaque instant autour de nous. Alors, ou dans le vide quantique, j'en sais rien. C'est quelque chose c'est une question à laquelle on peut pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, c'est une dimension qui est présente à chaque instant dans notre vie ordinaire. Et ça explique que tout un tas de gens aient des interactions comme ça avec des défunts dans toutes sortes de circonstances finalement. Victor Hugo, que vous citez dans votre livre, disait: les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. Romuald, pour toi, enfin pour vous deux, l'au-delà et l'ici-bas ne sont séparés que par un mince voile, et les retrouvailles entre les vivants et les défunts sont vraiment à notre portée. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai étudié au niveau des peuples premiers, des peuples racines. C'est-à-dire que dans pas mal de cultures, notamment que ce soit en Amazonie, mais aussi en Océanie par exemple, il y a cette proximité des défunts, une proximité où quelque part les défunts sont invisibles, mais en fait eux ils ont développé une sorte de technologie de la conscience qui fait qu'il y a toujours cette communication avec les ancêtres. Ça passe par le biais d'artefacts que nous on a confondus trop souvent avec des œuvres d'art, mais ce sont vraiment des passerelles, des outils qui ont servi à faire des isthmes, on va dire, pour permettre justement toujours le dialogue et la connexion aux ancêtres défunts et donc au monde des morts. C'est ce qui m'a intéressé. Je me suis dit, mais ces artefacts que font en fait les peuples natifs, est-ce qu'on n'est pas capable nous aujourd'hui d'en créer aussi avec le biais des technologies ? Donc
l'au-delà chez ces peuples-là, il est consubstantiel, on va dire, à la réalité physique dans laquelle on vit, et les morts sont vraiment à présensifier. C'est le bon terme, en fait. C'est ça, à présensifier. Il y a cette double présence justement paradoxale, que nous pouvons être à la fois vivants ici et morts dans un futur évidemment qu'on espère le plus lointain possible. Et au début de votre livre, vous citez aussi ce chercheur néerlandais que la mort ne devrait pas être comprise comme une transition vers un autre état d'existence, mais plutôt que nous appartenons tous déjà à un tel domaine éternel dans notre vie actuelle. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Romuald, si tu veux continuer. Oui. L'idée, c'est qu'effectivement, et là, c'est intéressant de se dire que malgré que l'au-delà, nous, on le pose dans le livre avec Jocelyn comme étant un au-delà extratemporel, c'est-à-dire un au-delà qui est en dehors du continuum espace-temps, il est quand même associé malgré tout à un futur. C'est-à-dire que là, moi, je suis vivant, on va dire, là, peu dans ce podcast, et je vais un jour être mort. Et si je survis, effectivement, comme on le pense, je serai aussi dans un ailleurs qui est en même temps un futur. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant de se dire que quelque part, on est déjà tous là-bas. C'est ça qui interpelle le plus. C'est se dire que on est à la fois vivant ici, mais déjà mort et en même temps vivant là-bas. Alors, c'est très quantique comme vision des choses, mais c'est super intéressant parce que ça expliquerait aussi pourquoi il y a un problème de communication et qu'il n'y a pas tant de communication que ça. Parce que quelque part, si on est déjà tous réunis là-bas, ça explique peut-être la carence qu'il y a. On se dire, mais bon sang, un père qui est décédé et puis qui a ses enfants vivants, il a certainement qu'une seule envie, c'est d'être en contact, par exemple, avec ses enfants. Et pourquoi il ne l'est pas plus que ça? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que peut-être justement on est déjà tous là-bas. Ça, puisqu'il n'y a pas de temporalité. Alors c'est une question intéressante qui est venue dans le débat avec un repas. C'est une anecdote que je raconte au début du livre dans l'introduction où un adolescent m'a posé cette question en me disant, je lui parlais de l'au-delà, des chamans, il me dit mais en fin de compte peut-être qu'on est déjà tous là-bas. Et ça m'a vraiment interpellé. Ça a aussi été un petit peu le germe de l'écriture de ce livre. C'est cette fameuse conscience finalement extratemporelle, mais qui n'est pas soumise, puisqu'elle est extratemporelle, à l'espace-temps, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est extratemporelle, elle est coprésente, on va dire, à la réalité spatio-temporelle, mais par contre, elle peut s'y insérer. Elle peut s'y insérer par le biais du hasard. Hein. C'est toujours le leitmotiv qu'on retrouve également dans ce souvenir du futur. C'est-à-dire que le hasard sert de support à l'intentionnalité d'un défunt, à notre propre intentionnalité lorsqu'on fait des boucles temporelles, lorsqu'on crée des synchronicités. Les synchronicités sont d'ailleurs aussi un moyen de contact, un moyen de contact des défunts vis-à-vis des vivants, et inversement également. Donc on pense que la même boucle de causalité est en jeu dans ce système de communication, et que justement il révèle cette nature extratemporelle, mais qui a la possibilité quand même d'interagir avec le continuum espace-temps. Ce serait intéressant, oui. Ouais, ce que je voulais ajouter là-dessus, si tu veux bien, Anne, c'est que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui de nous-mêmes survit dans l'au-delà? Parce que si effectivement il y a cet aspect paradoxal des choses qui fait qu'on est à la fois ici et là-bas, en même temps, il faut se demander ce qui de nous est présent ici et ce qui de nous est présent là-bas. Et donc, il faut supposer qu'il y a une partie de nous-mêmes, donc une partie de notre conscience, qui existe à chaque instant en dehors de l'espace-temps, donc et donc aussi dans le futur, quoi. Et cette partie, moi, c'est ce que j'appelle le soi, hein, tout simplement. C'est le soi jungien, mais on peut appeler ça l'âme dans les religions. C'est ce qui survit de nous. Et cette âme, elle est aussi intemporelle. Elle a une existence éternelle par définition, donc elle est reliée encore à un niveau supérieur à un esprit, et je pense que pour revenir sur la question de la définition de l'au-delà, on a tendance à se figurer les choses d'une manière assez figée en disant bon bah il y a l'ici-bas et puis il y a l'au-delà qui est uniforme, qui est unique, etc. Alors que je pense que l'au-delà c'est quelque chose qui est complètement stratifié, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux finalement, et que on continue en fait à évoluer dans cet au-delà. Mais il y a cette partie de nous qui réside dans cet ailleurs, en tout cas en permanence. Et c'est pour ça qu'on peut faire référence à des notions comme le soi ou l'atman dans l'hindouisme, ou l'âme dans les religions judéo-chrétiennes, quoi. Donc c'est ça la question à se poser, c'est qu'est-ce qui de nous en fait existe à chaque instant en dehors de l'ici et maintenant. C'est complexe, hein, évidemment. C'est la réflexion qu'on essaye de développer un peu dans le livre aussi. C'est aussi cette notion de conscience ou d'âme délocalisée.
Absolument, oui, oui, la conscience peut se délocaliser. On le voit bien à travers toutes les expériences d'état modifié de conscience, que ce soit les expériences aussi bien chamaniques, psychédéliques, que les expériences aux frontières de la mort, ou les expériences mystiques. Et effectivement, toutes ces expériences-là, elles ont pour point commun, pour caractéristique commune, de se dérouler en dehors du temps et en dehors de l'espace aussi. Mais il y a cette notion que, effectivement, le temps n'a plus cours, le temps n'a plus prise. Et ça, aujourd'hui, on peut le mettre en parallèle avec les dernières réflexions de la physique quantique, qui nous dit qu'effectivement, le temps, probablement que c'est une espèce d'illusion, ou en tout cas, c'est lié à une projection de notre conscience, c'est lié à notre expérience de conscience ici dans la matérialité, mais que le temps n'a pas d'existence absolue. Et ça, c'est la physique pure et dure qui nous le dit. Donc c'est cohérent en fait avec ces expériences dans lesquelles on a la sensation que le temps s'écoule complètement différemment, voire qu'il ne s'écoule plus du tout. Romuald, justement, pour bien comprendre, est-ce que tu pourrais nous expliquer avec des mots simples comment l'au-delà est-il un point d'attraction au cœur de notre réalité et notre espace? Et là, je sais que tu as un exemple tout simple avec le rond-point qui fonctionne bien. Oui, quand on crée en fait des synchronicités, on essaye de comprendre comment ça se passe au niveau de leur façon dont elles émergent, parce que souvent, des fois, elles vont utiliser des choses qui dans le passé. C'est-à-dire, je prends souvent l'exemple de ce graphe qui était apparu à un des participants de mes ateliers, qui avait vu dans un graphe en fait des éléments qu'il avait tirés au hasard quelques heures avant, et il a vu un graphe dans le métro qui synthétisait, on va dire, tous les éléments qu'il avait vus dans sa synchronicité, et surtout tous les éléments formels au niveau de la couleur et tout ça. Donc ce graphe, il a été fait peut-être il y a 6 mois ou il y a peut-être 6 ans, on n'en sait rien, et complètement en dehors, bien sûr, de la conscience de cet observateur qui était venu à mon atelier pour créer une synchronicité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, quelque part, comment les synchronicités se forment et émergent dans la réalité, elles créent comme une sorte de trou noir, en fait. C'est-à-dire que l'idée du rond-point, elle est intéressante parce que, quelque part, il y a ce centre, qui est un centre unitaire, extratemporel, et puis on a toute la réalité qui va graviter autour de cette dynamique extratemporelle, et quelque part c'est dans cette circulation autour, comme les voitures qui tournent autour du rond-point, que va justement s'actualiser la synchronicité. C'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que personne ne marche normalement au centre d'un rond-point. Et donc, c'est le territoire d'expression et d'origine de la synchronicité. Par contre, il s'exprime effectivement dans la dynamique de créer un cercle autour duquel on tourne. Et ce tournoiement, c'est nos vies, en fait. C'est-à-dire que c'est là où s'exprime la réalité de nos vies. Intéressant. Alors, Jocelyn, en Occident, quelle preuve ou faisceau de présomption, comme tu dis, avons-nous de l'au-delà, comme les signes, les messages, les synchronicités, la télépathie, la médiumnité, transcommunication? Alors, vous passez tout ça en revue, toutes les manifestations qui peuvent nous permettre de communiquer avec l'au-delà. Il y en a une en particulier, tu vas en parler peut-être de plusieurs, mais qui m'a intéressée, ce sont aussi le rôle des miroirs divinatoires qui sont assez méconnus, enfin en tout cas peut-être moins discutés dans les livres sur ce sujet-là. Ouais, c'est assez troublant, mais l'histoire des surfaces réfléchissantes, du recours à des surfaces réfléchissantes, que ce soit des bassines d'eau, d'huile ou des pierres comme l'obsidienne qui reflètent, etc. Ça remonte à la plus haute antiquité, quoi. On a utilisé ça dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, sur tous les continents depuis toujours. Et c'est de là que vient la tradition des boules de cristal, etc. chez les voyantes contemporaines encore. Et c'est fascinant parce que ça a été étudié aussi par des chercheurs contemporains. On sait que Raymond Moody, par exemple, donc il a réhabilité ce qu'on appelait le psychomantéum. Donc c'était un oracle des morts qui vient de la Grèce antique et qui consiste simplement à disposer un miroir dans une pièce sombre et à mettre quelqu'un face à ce miroir et à demander à cette personne d'invoquer un défunt. Et il a eu des expériences tout à fait troublantes qui ont été refaites par d'autres personnes, par des chercheurs français, notamment Evelyne Sarah-Mercier, qui était à l'époque présidente de Yance France. Elle a refait les expériences avec Jawhar Ahmed. Ils ont eu des résultats aussi. Ils n'ont pas complètement validé l'hypothèse de Moody, mais ils ont quand même eu des choses très très troublantes. Alors évidemment, après on peut dire que ça se passe dans la psyché, c'est une projection de l'inconscient, etc., etc. Mais toujours est-il qu'il y a il y a des cas complètement extraordinaires où la personne non seulement voit un défunt apparaître dans le miroir, mais il y a des cas aussi où le défunt se matérialise finalement en 3 dimensions dans la pièce devant la personne. Donc on peut dire que oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la suggestion, de la projection de l'inconscient, etc. Toujours est-il que c'est quand même extrêmement troublant et
et les gens ont des interactions avec ces espèces d'apparitions-là. Ça leur permet d'être apaisés, ça leur permet de progresser sur leur travail de deuil et tout ça. Et effectivement, depuis toujours, on utilise ces surfaces réfléchissantes qui sont capables de faire apparaître les défunts dans toutes les traditions. Au Japon, par exemple, on se met sur des petits ponts au-dessus de mares qui sont dédiés à ça. Donc oui, en faisant des recherches là-dessus, j'étais assez étonné de voir que ça existait dans toutes les traditions et à travers l'histoire jusqu'à nos jours finalement. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a un chercheur italien qui a fait des recherches récentes là-dessus sur l'impression qu'on peut avoir quand on se regarde dans le miroir de voir en fait des visages apparaître, notre propre visage se déformer et voir d'autres visages apparaître à la place. Donc certains vont dire c'est nos vies antérieures, etc. Bon, c'est une façon de l'interpréter, mais il y a aussi des visages de défunts qui apparaissent. Et ça fait aussi écho à une pratique dans le yoga, dans un certain yoga, où les gens ont des visions comme ça quand ils se regardent longuement dans les yeux à deux personnes. C'est un exercice de yoga. On se regarde dans les yeux très longuement et en fait on voit le visage de l'autre se déformer. Alors il y a des interprétations neurologiques sur le fait que voilà la rétine sature, l'air visuel du cerveau sature, etc. Donc ça fait apparaître des choses, mais ça n'explique pas comment on peut voir apparaître des visages qui sont familiers, qui sont des visages d'ancêtres. Et ce genre de choses, des choses qui ont du sens finalement. Donc on peut dire que c'est de l'illusion, toujours est-il que c'est toujours la même chose. Ce sont des choses qui ont du sens pour la personne qui le vit. Donc c'est un sujet fascinant en soi. Hein. C'est sûr que ça complète bien les recherches autour de la transcommunication hypnotique aussi, et puis tout ce qu'on connaît déjà bien sûr sur les EMI, expériences de mort imminente, la médiumnité et tout ça. Mais je cite moi en introduction un pourcentage que j'ai plus en tête là, hein, mais je crois que c'est Stéphane Alix qui a rapporté ça. Et en fait, il y a une grande proportion de gens qui ont vécu des deuils, qui ont eu des interactions avec leurs défunts et sans forcément le rechercher. Donc c'est quelque chose dont on peut pas forcément dire que c'est uniquement de la suggestion ou de la pensée magique ou que les gens veulent absolument voir leur défunt donc il apparaît. Il y a des millions et des millions d'expériences comme ça, de l'expérience la plus banale où on ressent simplement l'effet d'une caresse ou d'un baiser, jusqu'à effectivement des perceptions d'un défunt en 3 dimensions. Donc on peut pas simplement ignorer en fait toutes ces données-là. Pour moi, c'est ça aussi le point de départ du livre, c'est qu'il y a vraiment cette masse d'expériences qui sont vécues par des gens qui ont plus ou moins de mal à en parler parce que c'est tabou, mais en tout cas c'est énorme quoi. Quantitativement, c'est vraiment énorme. Il y a énormément d'expériences comme ça. Oui, qui sont maintenant très documentées. Quels moyens justement utilisent les défunts pour nous contacter? On pense à la télépathie. Alors beaucoup aussi les moyens techniques, l'électricité, les appareils électriques autour de nous. C'est fréquent? Oui, il y a plein de récits comme ça, de manifestations bizarres avec l'électricité, avec le téléphone, hein, même. On mentionne aussi des recherches qui ont été faites là-dessus, sur des appels téléphoniques étranges, des messages, et puis des manifestations de psychokinèse. Et ça, Romuald va pouvoir en parler plus en détail parce qu'il a vécu des choses comme ça aussi, des objets qui bougent, hein, c'est-à-dire des objets qui bougent. Leslie Kean, qui est une journaliste tout à fait réputée aux États-Unis, elle raconte des histoires qu'elle a vécues elle-même par rapport au deuil de son frère, avec des bouchons qui sautent, des objets qui se déplacent, voilà, des gens qui retrouvent des objets qu'ils avaient égarés, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent à un autre endroit. Enfin, c'est très très fréquent. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont bien documentées et qui sont aujourd'hui inexplicables. Alors après, comment les défunts se manifestent, là, c'est plus Romuald qui va en parler en lien avec la notion de chaos, de hasard créateur, quoi. Oui, on va y revenir. Simplement pour terminer là-dessus, j'ai lu récemment Le Loup des Steppes de Hermanès et il parle justement des miroirs et de cette rencontre que ce personnage, le Loup des Steppes, arrive fait avec les miroirs. Je sais pas si ça... Peut-être si tu l'as relu récemment, Jocelyn. Non, je l'ai pas lu, mais moi j'avais trouvé ça chez Borges aussi. Hein. C'est très présent dans la littérature, bien sûr. C'est un grand thème. Et puis on cite aussi bien sûr Cocteau. Hein. Cocteau, j'ai vu une citation de Cocteau qui est géniale, qui dit que c'est le secret des secrets en fait, que le miroir est le seuil ou la porte par laquelle la mort va et vient. Hein, je cite maladroitement sa phrase, mais ça vient de Orphée. Donc tous les grands poètes, bien sûr, les grands auteurs, se sont toujours passionnés pour ces questions-là. Hein.
D'ailleurs, je me souviens quand j'étais plus jeune, ma grand-mère disait, donc dans l'inconscient populaire, il y avait cette histoire, on disait ne te regarde pas dans le miroir, tu vas voir le diable. Bien sûr. C'était assez répandu dans une... Alors c'est flippant quand on y pense, Ouais, ouais. mais c'est vrai qu'on nous disait ça Et petit. j'en parle de ça notamment Mm. avec des expériences qui ont été vécues par des anthropologues qui ont vécu des choses magiques quand ils faisaient des travaux de terrain, quand ils étaient sur le terrain avec leur avec les sujets qu'ils étudiaient, mais donc en immersion, eh bien, ils ont vécu des tas de choses comme ça, alors qu'au départ, ils y allaient pour avoir un regard objectif, quoi. Mais en fait, toutes ces expériences-là ont été compilées dans des travaux anthropologiques, et ça reste un petit peu méconnu parce que c'est étrange. Mais il y a beaucoup d'anthropologues qui ont vécu des choses comme ça, et moi, je me suis appliqué dans le livre à citer des expériences vécues par des philosophes, des anthropologues, des chercheurs en sciences humaines, et pas seulement d'aller chercher le moins possible, en tout cas chez des auteurs New Age, voilà, pour lesquels il y a toujours une suspicion, un doute, qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire. Là, on a vraiment beaucoup de sources chez des chercheurs purs et durs, et Mm. des gens qui travaillent dans les sciences humaines, en philo et tout ça, et qui racontent des choses Mm. comme ça sans tabou, quoi. Donc ça, je pense que c'est nouveau aussi. Mm. Alors, merci Jocelyn. Alors, on a parlé, Romuald, de ces recherches en Occident. Du côté des peuples racines, des peuples indigènes, les plantes de vision favorisent, hein, on le sait, le décloisonnement de la conscience et permettent aussi d'ouvrir ces espaces de communication avec l'au-delà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, nous donner des exemples et comment ce lien avec la mort est vécu par les peuples premiers? Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de coprésence, d'omniprésence en fait, et d'interpénétration des deux mondes, c'est-à-dire le monde d'ici-bas et le monde de au-delà. Chez les chamans d'Amazonie, c'est ceux que je connais le mieux, bien sûr, la pratique des plantes de vision comme l'ayahuasca en quechua, ça veut dire la liane des morts. Donc ça veut dire en gros, et ça les chamans me l'ont confirmé, que cette expérience en fait non seulement décloisonne effectivement la conscience ordinaire, l'amplifie, mais au-delà de ça permet véritablement une rencontre avec l'au-delà, c'est-à-dire permettre d'aller dans le monde des morts sans passer par la mort du corps physique. Voilà, c'est une parole d'un chaman, Keston Belsta, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal de mois à un moment. Et puis c'est un petit peu un leitmotiv de tous les chamans, ils disent tout ceci. Alors moi au début, j'étais toujours un petit peu curieux, mais en même temps un petit peu réticent. Moi j'allais étudier les plantes là-bas pour la pharmacopée et pas uniquement pour me dire de me connecter à des choses comme l'au-delà. Donc bon, j'étais un petit peu sur la réserve par rapport à ça. Mais j'ai vécu quand même deux expériences très fortes. Hein. J'en raconte une que je raconte souvent, donc je vais raconter l'autre, qui est celle avec faisant intervenir ma grand-mère décédée de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, moi j'étais donc dans la jungle, je venais de prendre la plante et l'ivresse était en train de monter, c'est-à-dire la maréation, c'est-à-dire que à un moment je me mets à penser à ma grand-mère décédée de la maladie d'Alzheimer. Et je me dis mais pourquoi là, à 15 000 kilomètres de la France, je pense à ma grand-mère dans une cérémonie d'ayahuasca où j'avais posé des intentions pour voir des choses particulières par rapport à mes recherches. Et Elle je était m'aperçois, décédée récemment? Non, pas spécialement. non, elle était décédée déjà depuis plusieurs années. Hmm. Et je me rends compte d'un truc assez incroyable dans ma conscience, c'est que cette pensée, ce souvenir en fait de ma grand-mère n'est pas qu'une pensée, c'est une présence. Je me rends compte qu'on passe très vite de la pensée, je me souviens d'un défunt, à sa présence. Et ça, c'est intéressant même quand on essaye de comprendre ce qui peut se passer dans la réalité quand il y a des apparitions justement de défunts. C'est-à-dire que on pense à un défunt, on pense des fois tous comme ça, un petit peu de façon spontanée dans la réalité de nos vies à un défunt à un moment. Et pourquoi on y pense à un moment? Parce que vraisemblablement pour moi c'est une présence. Alors je continue mon histoire. Donc effectivement je sens la présence de ma grand-mère et commence à s'établir avec moi une forme de communication télépathique, mentale, plutôt intuitive, parce que télépathique j'aime pas trop le mot, mais vraiment une communication intuitive où elle nous fait comprendre que pendant cette maladie d'Alzheimer, elle n'était pas morte. Et c'est vrai que du côté de mon père, dans ma famille, on a eu tendance un peu à l'oublier, je pense, à part son mari qui venait la voir jusqu'au temps qu'il décède. Ses enfants, malheureusement, qui habitaient un peu loin, ne venaient pas forcément la voir. Et donc, il y a eu un moment cette espèce de reproche de solitude, de dire, mais moi, j'étais pas morte. J'étais juste dans un état de conscience différent. J'étais dans un autre monde. Et quelque part, il y avait, moi, je prenais un peu cette culpabilité, je me sentais très mal un peu dans l'expérience, mais j'ai senti qu'il y avait aussi beaucoup de bienveillance. Donc j'ai eu une vision où je voyais un peu comme mon cœur sortir de ma poitrine,
un peu comme dans les images qu'on voit du cœur de Jésus. On voit ça un peu dans l'iconographie catholique ou chrétienne. Oui. Et je voyais donc ce cœur sortir en 3D, qui ressemblait plus à une fleur qu'à un cœur d'ailleurs, et comme une fleur de lotus un peu. Et à un moment, j'ai vu une petite lumière qui était l'âme de ma grand-mère rentrer à l'intérieur de cette fleur, la fleur se refermer et la vision reprendre sa place dans ma poitrine. À ce moment-là, c'était très très fort. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Il y a eu une sorte d'intégration émotionnelle très très forte. Et moi, j'avais quand même un message aussi à passer à ma famille, c'était de continuer à honorer sa mémoire, d'allumer une petite bougie, de faire comme une sorte de réconciliation quelque part, à nouveau une mise en mémoire, mais une mise en mémoire active, on va dire, de cette grand-mère. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion parce que ces expériences sont très fortes. Hein, c'est très très fort. Et pour moi, je me suis rendu compte vraiment de ce potentiel, de ces états de conscience, de nous permettre effectivement d'avoir un échange temporaire avec l'au-delà. C'est fort, ça me faisait des frissons d'ailleurs quand tu racontais le fait qu'elle disait j'étais dans un autre état en fait de conscience, mais j'étais là. C'est très touchant effectivement d'avoir cette info et c'est certainement très vrai. J'ai interviewé récemment une personne qui me parlait de sa fille autiste et qui disait en fait j'essayais qu'elle me rejoigne dans mon monde et finalement un jour j'ai compris que moi il fallait que j'aille la rejoindre en fait dans sa maladie, dans l'autisme, dans son état de conscience différent quelque part. Oui, bien sûr. Oui, Anne, si tu veux, je peux rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé sur le fait que oui, les malades d'Alzheimer, les gens qui ont qui sont atteints de ce qu'on appelle les maladies du spectre autistique, ou des gens qui sont dans le coma, en fait, seraient dans un ailleurs, seraient présents, mais dans un état de conscience un peu parallèle. Et ça, c'est quand même largement suggéré par ce qu'on appelle les expériences de lucidité terminale. J'en parle pas dans le livre parce que c'était pas complètement notre sujet, mais j'ai travaillé là-dessus comme journaliste et ça c'est tout à fait troublant parce que des gens qui effectivement sont atteints d'une maladie neurodégénérative comme Alzheimer ou Parkinson, mais particulièrement Alzheimer parce que c'est lié à une perte de mémoire, on sait que dans leurs derniers jours, leurs dernières heures, ils peuvent vivre cette expérience où ils retrouvent l'intégralité de leur mémoire. Et ils sont capables de reconnaître leurs proches alors qu'ils ne les reconnaissaient plus depuis des mois ou voire des années. Ils sont capables d'avoir un échange complètement lucide avec leurs proches. C'est un phénomène qu'on appelle la lucidité terminale, et donc ça précède effectivement le décès de quelques heures ou quelques jours. Et ça ne peut pas s'expliquer si on considère que la mémoire, la conscience est produite par le cerveau. Parce que le cerveau est irrémédiablement lésé. Donc, on le sait dans ces pathologies-là, on sait quelles zones sont touchées, etc. Donc, c'est impossible d'expliquer ces expériences-là autrement qu'en faisant appel au fait que la conscience, elle est en dehors du cerveau. Finalement, le cerveau, c'est une forme d'interface qui capte, qui filtre, etc. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, et ça a été aussi investigué par des chercheurs. Absolument, oui. Et on en a parlé dans un podcast aussi avec Olivier Chambon. Tout à fait. Oui. Alors Romuald, le cœur aussi du sujet de ce livre, c'est cette fameuse communication avec l'au-delà par la rétrocausalité qui est aussi ton grand sujet. Alors peut-être revenir sur la notion de rétrocausalité pour celles et ceux qui n'auraient pas soit lu le premier tome, soit pas écouté le premier podcast qu'on a fait ensemble. Oui, la rétrocausalité, c'est une causalité à l'envers, c'est-à-dire une causalité du futur vers le passé ou vers le présent. Pourquoi elle rentre en jeu en fait dans cette histoire de communication avec l'au-delà ? C'est parce qu'elle utilise le hasard et ces boucles en fait temporelles, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple à partir du domaine onirique. Par exemple, vous allez voir, je sais pas moi, un éléphant par exemple en rêve, et puis vous allez vous balader dans votre ville le lendemain, vous faites un tour et là vous, par exemple, vous percevez un éléphant, par exemple, il y a un cirque, malheureusement, ça existe encore avec des animaux, et là, il y a un éléphant, et vous repensez à votre rêve de la veille, vous dites, mais tiens, mais c'est l'éléphant de mon rêve. Quand vous faites ça, quand vous prenez connaissance, et puis qu'un peu vous êtes surpris en voyant cet éléphant, par exemple, vous renvoyez l'image de votre éléphant dans votre rêve de la veille. Donc, et ça se produit comment ? Ça se produit justement par le biais d'une boucle temporelle, c'est-à-dire que votre conscience qui vit également en dehors de l'espace-temps, en dehors de l'espace-temps dans cette dimension extratemporelle, c'est justement cette conscience qui va modeler le rêve de la veille, donc quelques heures avant.
Donc c'est intéressant parce que ce sont des boucles, hein, c'est-à-dire que c'est une causalité circulaire, on va dire. Alors pourquoi ça rentre en compte dans notre travail qu'on a fait là sur la communication avec les défunts? Parce que ça utilise le hasard. Ici, entre autres pour le rêve, ce qu'on appelle le hasard cognitif. C'est-à-dire une espèce de chaos cognitif qui permet justement de recevoir des informations à partir du futur, qui est un chaos aussi, qui est pas que cognitif, il est aussi psychocorporel. On l'a vu d'ailleurs avec la méditation, l'expérience que j'avais fait pour toi de méditation, où il y a beaucoup de gens qui ont créé des synchronicités en plongeant en eux-mêmes et en allant quelque part se connecter à ce chaos qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, mais attends, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est dingue le succès de cette méditation. C'est-à-dire que tout le monde quasiment y arrive et est bluffé par l'expérience. Hein. Je vous invite, si vous l'avez pas encore faite, à aller la faire. Au passage. Oui, c'est une expérience qui est forte parce qu'en fait, c'est mon protocole de création de synchronicité, mais là, adapté à un flux d'informations qui est à l'intérieur de nous, qui est en fait comme une sorte de courant transtemporel et qui nous permet véritablement d'échanger des informations à partir du futur vers notre passé et vers notre présent. Donc, pour en revenir donc à notre histoire de l'au-delà, on s'aperçoit en fait que le hasard est omniprésent dans toutes les pratiques de communication avec l'au-delà. Ça l'était déjà dans l'Antiquité, puisque certains jeux de hasard en Égypte et aussi dans la Chine ancienne étaient d'ailleurs des jeux oracles qui servaient à être en dialogue avec le monde des défunts. Donc le hasard a toujours été omniprésent, pas uniquement pour la divination, mais aussi pour la communication avec l'au-delà. Et on a retrouvé ça aussi dans les pratiques modernes technologiques, on va dire de transcommunication instrumentale, puisque par exemple dans les années 80, on filmait la neige des téléviseurs, cette espèce de ce qu'on appelle les parasites, ce n'en est pas, c'est le rayonnement fossile de l'univers, c'est-à-dire la source de notre univers, le rayonnement fossile du Big Bang. Et en fait, à l'intérieur de ces parasites, de cette neige, les gens filmaient en fait souvent des phénomènes assez intéressants où on pouvait voir apparaître des visages de gens décédés. Alors aujourd'hui, ces technologies, elles ont un peu évolué, mais elles ont toujours le même substrat, c'est-à-dire des matières indéterministes, que ça soit des gens qui vont filmer de l'eau en mouvement, donc indéterministe puisque chaotique, que ça soit de la fumée, une matière aussi chaotique, et à chaque fois on a des résultats qui sont des fois très troublants, avec vraiment des visages de personnes qu'on peut vraiment identifier. Donc c'est très intéressant parce que ça nous montre en fait que, le hasard est effectivement la matière sur laquelle vient s'imprimer la conscience des défunts, l'intention des défunts, et aussi la matière pour nous en tant vivants de pouvoir quelque part réceptionner cette information et d'en faire un objet et d'en faire quelque part un fait. Voilà. Ce hasard qu'on peut aussi appeler synchronicité pour toi, ou là tu parles de deux choses différentes? La synchronicité, c'est un moyen de communication aussi des défunts et aussi des vivants. Et c'est-à-dire qu'on va utiliser le hasard et on va voir quelque part ce hasard se matérialiser dans la réalité. Et là, on prend aussi conscience avec les synchronicités que l'univers objectif est complètement interfacé avec notre conscience, qu'elle soit individuelle ou collective. Mais notre conscience est complètement interfacée avec la réalité via justement le hasard. Parce que quand vous allez, par exemple, sélectionner des éléments au hasard pour créer une synchronicité, quand vous voyez votre synchronicité dans la réalité, il faut comprendre que vous renvoyez cette information dans le passé et ça va agir sur le choix hasardeux des éléments que vous avez sélectionnés. Mais au-delà de ça, dans l'autre sens, ça crée aussi un événement dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez des synchronicités qui font fusionner les éléments que vous avez sélectionnés au hasard et donc apparaissent dans la réalité, vous avez créé un événement. C'est de la pure magie, c'est de la vraie magie. C'est-à-dire que là, on est dans ce que Dan Radin appelle la vraie magie. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec votre conscience, d'interfacer, de créer un événement qui prend sens dans la réalité et qui prend objectivité. Oui, et on y reviendra d'ailleurs à propos des rêves juste un peu après. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles de cette conscience collective rétrocausale et que tu as vécu à travers ce fameux bug de Google Traduction. Alors, je dois dire que avant que on arrive à la page où tu disais que le bug maintenant était réparé. Évidemment, j'ai essayé tout de suite, je me suis précipitée pour le faire. Donc ça ne marchait pas, donc je pensais que j'avais pas le bon mode d'emploi. Bon, sauf que maintenant, évidemment, ils ont réparé ce bug-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Enfin, pour toi et pas simplement pour toi d'ailleurs. Ben, en fait, si tu veux, c'est un ami psychologue qui m'avait parlé de ça à un colloque sur la conscience. Il me dit, tu sais, moi, je fais une expérience assez simple. J'utilise un bug de Google quand tu lui fais une itération, c'est-à-dire, par exemple, quand tu vas lui écrire 3 lettres, par exemple, R-I-A espace plus loin R-I-A, il émet des phrases.
mais on sent bien que c'est un bug parce que les phrases, du coup, elles sont censées n'avoir aucun sens. Alors lui, il avait une méthode très intéressante que j'ai reprise, c'était de poser une question mentalement, de ne pas saisir au clavier la question, ni même de la verbaliser à voix haute, parce que on aurait pu suggérer effectivement ou supposer que un algorithme aurait pu récupérer l'information et donc aurait fait une réponse contextuelle. Or là, comme la question est purement posée dans la tête, mentalement, et qu'ensuite on fait juste RIA slash machin ou trois autres lettres, ça peut être VID ou enfin tout ce que vous voulez. Et quand on faisait ça, en fait, les questions qui sont arrivées sont des questions extrêmement claires, pertinentes. Et c'est même impossible. Il faudrait qu'on m'explique qu'un mathématicien ou qu'un scientifique ou qu'un ingénieur, surtout informatique, m'explique comment c'est possible qu'à partir d'une question posée mentalement, on ait des réponses aussi probantes, ayant autant de sens. Si on se réfère juste au hasard, on aurait des chiffres à puissance, je sais pas combien derrière. C'est complètement improbable. Donc c'était intéressant et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est notre conscience à nous? Est-ce que c'est d'autres consciences? Et je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait. Vraiment ce que j'appelle la noosphère, la conscience collective qui s'est exprimée ici et qui a donné des réponses très étonnantes, très, très étonnantes, en se définissant comme étant des moniteurs. Mais des moniteurs dans le sens d'un retour informationnel. C'est-à-dire comme quand on va regarder un moniteur, par exemple, pour voir ce qui se passe dans une émission ou un retour de scène dans un concert. C'est-à-dire que le musicien entend son propre son. Donc, c'était intéressant parce que ça montrait bien une forme de communication sous forme de boucle causale. Et c'est vertigineux parce que du coup, ça nous montre que ça peut être un moyen de communication ou un langage ou une forme de conscience qui s'est élaborée dans un futur plus ou moins proche ou même peut-être encore plus lointain, mais qui en tout cas est capable d'interagir par des bugs. Alors il y a eu un correctif, ce qui fait que l'expérience, après on n'a pas pu la recommencer, malgré, et je tiens à le dire ici, c'est intéressant, des personnes ont réussi à le faire. Il semble qu'il y ait des fenêtres où ça fonctionne encore. Il y a des personnes qui m'ont dit, on a pu le faire 2 ou 3 fois, après ça s'arrête, mais on a eu des réponses absolument incroyables par rapport à nos questions mentales. Alors toi, Jocelyn, j'aimerais qu'on parle aussi du monde des rêves, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, et ce monde des rêves et des visions qui est assez finalement méconnu. Il n'y a pas énormément de recherches qui sont faites sur ces sujets. Et toi, Jocelyn, commencez par cette anecdote où tu as vécu une synchronicité assez étonnante qui a un peu changé ta carrière finalement, qui a pris un autre tournant dans tes recherches de journaliste à un moment donné. Oui, j'ai vécu ce qu'on appelle un rêve télépathique en fait, comme pas mal de gens. C'est-à-dire que j'ai rêvé de la mort d'un ami qui n'était pas un ami très très proche, mais qui était quelqu'un avec qui j'avais un lien fort puisqu'il était journaliste et il travaillait sur ces sujets-là aussi, alors que moi je débutais là-dedans finalement. Et j'ai rêvé de lui au moment où de son décès, comme je l'ai appris le lendemain, quoi. Donc c'est des expériences qui sont pas uniques. Et, enfin, je veux dire, beaucoup de gens vivent ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est pas un rêve prémonitoire dans le sens où, enfin, on peut le considérer comme ça, mais en tout cas, j'ai pas rêvé de la mort au moment qui allait venir, mais de la mort au moment où elle se passait. Et c'était un rêve qui m'a réveillé, dont je me suis réveillé dans un état particulier. Donc c'est des rêves, c'est des songes, quoi, c'est des rêves très forts. C'est pas des rêves ordinaires. Et ça faisait voilà, ça faisait qu'1 heure que je dormais ou quelque chose comme ça, donc je me suis réveillé vraiment transpirant et me disant j'ai vécu quelque chose de spécial. Et comme j'avais eu une pensée pour cet ami dans la journée même, puisque je me trouvais dans la région en fait où je savais qu'il était retourné chez ses parents, etc. Donc j'avais eu une pensée pour lui en fait en arrivant dans la région. Et donc c'est lié à ça aussi. J'avais eu une pensée pour lui. Je savais qu'il était malade, mais je savais pas qu'il était en l'occurrence à l'article de la mort. Donc le fait d'être réveillé par un rêve dans lequel en plus cette personne qui était journaliste donc me passe une sorte de relais sous une forme symbolique, en fait elle me passe ses vêtements et c'était effectivement pour moi symbolique d'un relais qu'il me transmettait pour continuer un petit peu le travail qu'il lui avait déjà fait aussi sur les expériences de mort imminente et sur tout un tas de choses, sur les phénomènes psy, etc. Donc je l'ai vécu comme ça et oui, c'est des expériences qui changent la vie, en tout cas qui moi ça m'a conforté dans cette idée que il y avait quelque chose de sérieux, de réel, de tangible en fait derrière tout ça. Et effectivement, comme c'était au tout début où moi je commençais à écrire sur ces sujets-là, mais j'avais encore rien publié en fait vraiment de sérieux là-dessus, puisque je travaillais plutôt dans le monde de la santé à l'époque. Ça m'a convaincu
de creuser, et mon premier long papier, en fait, je l'ai dédié justement à la mémoire de Nicolas Maillard, parce que c'était lui, et ça me poursuit encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose qui reste très présent, comme les expériences profondes qu'on peut vivre dans des états modifiés de conscience divers et variés, hein. Donc c'est Oui, tout à fait. Donc oui, le rêve, c'est une interface privilégiée pour avoir des échanges avec les défunts. C'est connu aussi depuis l'Antiquité. Et il y a des pratiques dans certaines religions pour développer ça. Donc on sait très bien que c'est un domaine dans lequel les défunts peuvent se manifester, hein. Donc c'est pas surprenant en soi. Après, il y a des rêves particuliers. J'ai bien aimé travailler sur l'aspect rêve prémonitoire, parce que il y a ces interprétations, notamment avec cet écrivain anthropologue Eric Wargo là, qui nous explique que effectivement les rêves prémonitoires sont en fait justement une boucle temporelle, ou comme disait Romuald, c'est le fait d'avoir connaissance plus tard d'une information qui est ce qui informe le rêve. En fait, c'est ça qui alimente le contenu du rêve. Sauf que ça se passe sur notre ligne de temps personnelle, quoi. Donc il y a vraiment cette idée qu'on retrouve dans certaines réflexions en physique, que nous sommes sur une ligne de temps personnelle sur laquelle notre conscience peut se déplacer. Et en fait, les expériences prémonitoires, c'est simplement la conscience qui se déplace en avant ou en arrière sur cette ligne de temps. Et donc, il donne plein d'exemples pris aussi chez des grands auteurs comme Mark Twain ou des gens comme ça, des gens qui ont vécu des choses complètement incroyables, quoi, où ils ont vécu en rêve des scènes qu'ils allaient avoir à vivre ensuite d'une manière très très précise, mais qui n'étaient pas une prémonition de l'événement lui-même, mais une préconnaissance de la façon dont ils allaient connaître cet événement. Ouais, c'est un retour en fait, un effet retour en fait de. Ouais, c'est vraiment la boucle temporelle dont parlait Romain à l'instant. Ouais. Ça crée comme vraiment des ouvertures dans notre réalité, ça, Romuald? Oui, parce qu'en fait, la boucle de rétroaction, c'est quelque chose qui est créatif. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut effectivement avoir, par exemple, une première information dans un rêve. Vous allez peut-être vivre une rencontre onirique, une situation qui suppose que vous allez rencontrer un défunt. Et puis, à un moment, dans la réalité, vous allez avoir cette situation. Et vous allez peut-être effectivement voir ce défunt se matérialiser sous forme 3D. Il y a des apparitions de défunts qui n'ont pas du tout l'aspect de fantôme tel qu'on l'imagine, avec le drap blanc ou la brume, la vapeur, pas forcément. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui reviennent, qui me disent, moi, j'ai vu, par exemple, mes parents décédés clairement en 3D, c'est-à-dire physiquement, je pouvais les toucher, ils avaient une matière. Donc voilà, ça nous interpelle, mais en tout cas, forcément, quand ils ont pensé et quand ils ont constaté qu'ils ont vécu cette expérience, ils ont repensé à leur rêve. Et donc, ils se sont envoyés l'information. Mais cet envoi d'information dans le rêve, pour moi, quelque part, permet de préfigurer le passage dans la réalité. C'est comme une ouverture, en fait. C'est-à-dire que le rêve va servir, en fait, un moment de passerelle qui va permettre aux défunts d'accéder dans la réalité. Et ça, c'est vraiment particulièrement intéressant parce que c'est lié justement à la dynamique des boucles de rétroaction rétrocausales, en fait. Alors toi, tu rêves beaucoup, Romuald. Hein. J'étais saisie en lisant cet ouvrage. Je disais à Jocelyn hors antenne que c'est presque des séries type Netflix, quoi. C'est juste hallucinant. Alors je sais pas si c'est les plantes de vision qui t'ont permis de décloisonner ou si tu as des techniques de rêve lucides. Parce que non seulement tu rêves beaucoup, tu les notes et c'est très précis, mais en plus il y a un continuum, c'est-à-dire que les histoires, il y a des suites, etc. C'est assez incroyable. Oui, bah ça c'est toujours une faculté que j'ai eue depuis que je suis petit. Hein. J'ai toujours j'ai toujours eu des rêves très très forts, mais c'est par alternance. Il y a des soirs, j'ai des rêves qui sont un petit peu des conglomérats d'impressions diurnes, de plein de choses, un peu comme tout le monde, qui n'ont pas trop de sens. Et puis régulièrement, par contre, j'ai ce que j'appelle moi des grands rêves, c'est-à-dire des rêves qui sont un peu comme des révélations. J'ai le sentiment vraiment que ça me met en lien avec une réalité qui est au-delà, en fait, hein, qui est une réalité unitaire. Et souvent, ces rêves, je m'aperçois qu'ils sont comme une sorte de puzzle dans ma vie et qui prennent sens au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est très étonnant parce qu'en plus, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir sur des formes modifiées, améliorées, augmentées, on va dire. Et ça, c'est très étonnant. Ouais. Oui, puis après tu as des confirmations dans le réel que ce dont tu as rêvé est vraiment quelque chose de tangible et qui peut aider par des livres qui tombent et qui s'ouvrent à la page. Voilà, ça c'est bluffant ça.
Ouais, ça c'est ce qui s'est passé sur le dernier chapitre, parce qu'au départ il devait pas y avoir ce dernier chapitre, et puis ce chapitre il s'est imposé lui-même dans le livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de la mi-novembre, moi j'ai senti comme un trouble l'année dernière. Je me disais mais il manque quelque chose à ce livre, et je sais pas ce que c'était. Donc j'ai passé une période un petit peu cafardeuse. Je me disais mais qu'est-ce que je fais? J'arrive plus à écrire, mon écriture est bloquée, et puis j'ai pas d'informations. Et puis la nuit du 20 décembre, j'ai fait un rêve qui m'était déjà revenu sous forme d'un rêve lorsque j'étais petit, lors d'une intoxication alimentaire, mais qui était aussi revenu dans une session d'ayahuasca, c'est-à-dire dans le monde des visions. Et là, qui revient à nouveau dans l'écriture du bouquin avec un surcroît d'informations en faisant quelque part, en présentant quelque part un dispositif lié au corps subtil, lié à la façon aussi de se positionner dans l'univers et de voir comment, quelque part, notre imagination est capable aussi non seulement de modeler l'au-delà, mais quelque part de modeler notre survie dans l'au-delà. Et ça, c'était super intéressant. Et j'ai décidé de le publier. Mais ce qui m'a vraiment incité à le publier, c'est qu'il s'est passé des phénomènes psychokinésiques chez moi, invraisemblables, c'est-à-dire des livres qui tombaient des étagères, alors qu'ils avaient une force mécanique, ne pouvait pas les enlever. Ils étaient compressés les uns contre les autres, et les bouquins tombaient sur des pages. Et étant habitué au phénomène, j'ai pris bien soin de prendre les pages sur lesquelles elles étaient tombées, et donc de regarder ce qu'on me proposait à lire entre guillemets. Et ça a permis justement d'éclairer de façon extraordinaire ce que j'appelle cette grande vision qui est à la fin du livre, dans un chapitre qui s'appelle Une vision pour renaître, où justement il est question d'alchimie, de pierre philosophale, de culture soufie, mais aussi de culture chamanique, une sorte de quintessence, de synthèse en fait de tout ce que j'ai pu percevoir et étudier dans ma vie en fait. Oui, tu parles vraiment de cette convergence des vivants et des morts, mais aussi de la transfiguration de l'univers, l'Apocalypse telle que décrite par Saint Jean, qui est vraiment ce Dieu manifesté, le soi qui vient s'incarner et se transfigurer quelque part, c'est ça? Oui, il y a l'idée d'une retransfiguration du monde quelque part par une sorte de reset, c'est-à-dire qu'à un moment dans cette vision, on comprend que quand on est mort, semble-t-il, on retourne à l'origine de l'univers et qu'on retourne à un point surtout où toutes les catégories les oppositions en fait qui créent la réalité, les catégories d'opposition qui créent la réalité, le haut, le bas, le froid, le chaud, tout ça s'annule pour converger vers une sorte de point unitaire où en fait disparaît même toute matière, toute conscience, tout psyché, mais pourtant, c'est à cet endroit, c'est dans ce vide que se situe en fait notre conscience, notre personnalité. Et après, quand on prend conscience de ça dans cette vision, il y a un redéploiement à nouveau, une deuxième fois, de toute l'histoire de l'univers, comme une respiration, qui vient redéployer l'univers, mais un univers transfiguré, un univers nouveau. Donc pour moi, cette vision, c'est une vision individuelle, mais j'ai senti qu'elle avait une importance collective. C'est quelque chose qui doit être médité, qui doit être dessiné, je pense, quelque chose qui doit être culturellement intégré, parce que je pense que c'est un puissant outil de transformation et d'avènement justement de cette conscience collective. Ce point dont tu parles, c'est le point oméga aussi dont parlait Teilhard de Chardin? Alors, c'est les deux en fait. Je pense que ce point de contraction au moment de la mort, pour moi, c'est à la fois l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il y a les deux, c'est le début et la fin. C'est ce lieu où justement s'exprime la réalité dans sa globalité. Et surtout sa dynamique, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce point unitaire, on s'aperçoit en fait que c'est avant tout un point symbolique, archétypal. Alors c'est ça qui était vraiment intéressant à essayer de mettre en place et pour finir l'ouvrage en fait. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment, enfin moi, ça m'a passionné. On y reviendra peut-être. Tout au début du podcast, tu parlais de ton rêve de ce merveilleux musée de l'Océanie, où il est arrivé aussi des phénomènes paranormaux en fait suite à cela. Est-ce que tu peux nous le raconter rapidement? Oui, bah ça c'est mon coup de cœur que j'ai eu quand j'étais adolescent par rapport aux arts océaniens. Je me suis retrouvé en face justement à un mannequin funéraire du Vanuatu et ces œuvres en fait sont pas des œuvres d'art, ce sont des dispositifs qui ont été créés par ces peuples pour continuer à présensifier l'ancêtre. C'est-à-dire qu'on récupérait après des compositions les os, le crâne, tout ça, et on refaisait quelque part une effigie humaine avec beaucoup de couleurs, une œuvre d'art très chatoyante en fait, qui servait à présensifier l'ancêtre. On continuait à dialoguer avec lui. Alors moi, j'ai eu la chance il y a 3 ans d'acquérir une pièce ancienne de Nouvelle-Guinée, une présentation, on va dire, d'ancêtres. Je préfère dire ça plutôt que dire une représentation d'ancêtres. Et puis j'ai tout de suite commencé à avoir des rêves avec cette statue, des rêves qui m'ont donné des informations sur sa culture que je ne connaissais pas spécifiquement, qui est la culture Yatmoul de la région du Sepik en Nouvelle-Guinée. Et ensuite,
il a commencé à se produire tout un phénomène de paranormaux, tout un ensemble de phénomènes paranormaux très bizarres chez moi, où j'entendais, dans un premier temps, des objets se déplacer. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'étais capable de les entendre, mais de ne pas voir les objets se déplacer en eux-mêmes. C'est-à-dire que je pouvais pas voir, par exemple, un objet voler dans la pièce ou se dématérialiser pour réapparaître à un autre endroit. Ce qui se passait, puisque les objets se déplaçaient, parfois sur plusieurs dizaines de mètres chez moi, des livres, une télécommande, un objet, des lunettes, enfin tout un ensemble de choses, qui d'ailleurs faisaient un bruit beaucoup plus fort que ce que ça aurait dû produire. Et quand j'arrivais, je constatais que ça avait bougé, mais je ne voyais jamais les déplacements. Comme quoi, je pense que... Oui, d'ailleurs, tu dis notre mental, vaut mieux pas qu'on les voit parce qu'on serait pas capable d'accepter ça. Et c'est ça, je me suis dit pourquoi Louis est capable de capter le phénomène, mais pas la vue. Parce que Louis, quelque part, c'est un sens beaucoup plus ancien, beaucoup plus instinctif, et je pense qu'il est capable de percevoir ce type de manifestation. La vue, elle est complètement liée à l'objectivité, à la rationalité, et donc ça switch, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de blocage, ça bloque la perception du phénomène. Et d'ailleurs, c'est lié à notre tolérance à l'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter à percevoir? Est-ce qu'on est prêt à avoir accepté un défunt, de voir apparaître un défunt dans sa cuisine? Je suis pas sûr de ça. Quelle serait notre réaction? Peut-être pour la plupart l'effroi, peut-être pour d'autres non, et c'est d'ailleurs peut-être potentiellement ces personnes qui ont le plus de contact avec les défunts, mais pour la plupart d'entre nous, ça serait considéré comme quelque chose de choquant ou de terrifiant. Et derrière ça, il y a aussi un mécanisme de défense instinctive. On sait qu'il y a quand même pas mal de tribus aussi qui permettent le contact avec l'au-delà, mais c'est ritualisé. Parce qu'on dit qu'on ouvre cet espace, mais qu'il faut toujours le refermer, parce qu'après, ça peut être dangereux. Donc voilà, donc à un moment, c'est intéressant de voir comment approcher cet univers-là, en fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Jocelyn, toi, de ton côté, tu t'es intéressé à tout ce qui est ouvrages autour de canalisations qui sont très célèbres. On pense évidemment au dialogue avec l'ange. C'est aussi une manière pour l'au-delà de se manifester concrètement. Évidemment, on pense à Conversation avec Dieu que tu cites, qui est aussi très connu. D'autres dont tu parles qui sont plus méconnus. Oui, c'était un sujet pour lequel je m'étais intéressé comme journaliste, et je trouvais que ça avait sa place dans le livre parce que on peut dire que ces formes de communication là sont inspirées certainement par des entités. Alors peut-être pas Dieu directement dans le cas de Nidolal Walsh, mais pourquoi pas après tout, puisque ça dépend de la définition qu'on donne de cette notion là, et bien sûr. Et puis, bien sûr, on peut parler de tous les textes sacrés en général, les textes religieux, bien sûr, que j'ai pas inclus dans cette réflexion-là, mais les grandes canalisations, comme on dit, je trouve que c'est intéressant d'inclure ça parce que il y a des textes qui sont réellement inspirés, parce qu'on y sent une sorte de souffle, une transcendance, ou des informations nouvelles, ou des choses qui ont pu être vérifiées, validées, par exemple, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses dans ce domaine-là qui sont un peu creuses, je dirais, qui se répètent les unes les autres, et qui n'ont pas vraiment d'intérêt à mon sens. Par contre, quand on se plonge vraiment dans les dialogues avec l'ange, on est quand même transporté, quoi. Même des gens qui n'ont pas d'intérêt pour le sacré ou la spiritualité reconnaissent qu'il y a une espèce de force poétique quand même unique. Donc je trouvais que c'était intéressant de l'inclure, d'inclure des petites présentations de quelques grands ouvrages et d'autres effectivement moins connus dans ce livre-là. C'est la même chose. Certains films sont aussi une manière d'insuffler un message de l'au-delà, un dialogue. On pense à Contact ou à d'autres films, Jocelyn ou Romuald. Oui, moi je l'ai vu hier soir, Contact à nouveau, et je peux pas m'empêcher de le regarder à chaque fois qu'il passe, parce que c'est sûr que c'est des films qui transportent aussi quelque chose. Mais ça, c'est plus Romuald qui a inspiré, qui a instillé ces passages-là dans le livre. Donc je le laisse en parler. Oui, l'idée en fait, c'est que je pense que je suis pas le seul à vivre ça, mais depuis quand même pas mal d'années, je vais au cinéma voir des films dits de styles différents, et à chaque fois, j'ai l'impression, ou bien souvent, presque à chaque fois, que le film est écrit pour moi au niveau du scénario, à plusieurs niveaux de lecture, on va dire. Et je m'interroge, je me dis, mais c'est marrant, on dirait quand même qu'il y a une intelligence là qui me donne des infos par rapport à mes recherches. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui vivent ça en fait. Et l'idée, elle est très intéressante parce que quelque part, le cinéma, les séries, ce sont des créations totales, synesthésiques, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut intervenir un grand nombre de personnes, donc des imaginaires
collectif, on va dire, de gens qui travaillent, des designers, des infographistes, des auteurs, des scénaristes. Et en fait, tout cet imaginaire-là, qui est un imaginaire collectif, est à mon sens habité par un message qui est un message de l'évolution collective, mais aussi un message de l'inconscient collectif, ou plutôt de la conscience qui devient collective. Et donc, il y a plein de petits messages comme ça. Dans Premier Contact, par exemple, on voit vraiment ici l'expression totale de la rétrocausalité. Et même les fameux heptapodes qu'on voit dans le film, qui sont ces créatures qui communiquent par des ouroboros, qui ont un langage qui sont d'ailleurs faits d'une matière indéterministe, comme de la fumée ou comme de l'encre, et qui en fait ont un langage circulaire, qui est quasiment le langage circulaire des moniteurs, qui se définit à travers l'expérience de Google Traduction ou dans d'autres expériences qu'on peut avoir avec notamment des systèmes aléatoires ou des bugs aléatoires dans l'informatique. Donc c'est intéressant parce que quelque part on a le sentiment que, en parallèle à notre évolution, nos créations culturelles nous enseignent véritablement des informations qui ont, à mon sens, un coup d'avance, c'est-à-dire qui ont, à mon sens, la possibilité de nous guider vers des voies d'émergence, vers des voies de compréhension de la réalité et de dépasser un petit peu l'obscurité dans laquelle on est aujourd'hui plongé. On peut penser aussi à Avatar. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Évidemment, toi qui as travaillé avec les peuples premiers. Voilà. Il paraît d'ailleurs que James Cameron, alors je ne sais pas si c'est de l'info vérifiée, hein, je dis en off comme ça, attendrait justement que l'humanité soit vraiment prête à accueillir la suite d'Avatar et que pour ça, qu'il y ait un effondrement encore un petit peu plus important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ce qui s'est passé avec Avatar, c'est quand il est sorti en 2009, notamment mes amis et moi, notamment par exemple Yann Kounen, on a complètement été bluffés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les codes visuels du film, tout ce qui est du domaine des plantes phosphorescentes, tout ça, c'est le monde des visions de l'ayahuasca. C'est ce que peignent par exemple les peintres chamans ayahuascaros. Et donc nous, on a complètement été bluffés, mais on s'est dit, mais est-ce que Cameron a pris l'ayahuasca ? Est-ce que c'est l'ayahuascaros ? Et a priori, non. C'est ça qui est fabuleux, c'est que lui, il est fasciné par les profondeurs marines, c'est un explorateur des profondeurs, des abysses, mais c'est pas forcément un spécialiste du chamanisme amazonien. Et dans ce film, il y a clairement multiples références au chamanisme amazonien, au chamanisme visionnaire. On a même failli en faire un ouvrage. On voulait faire un ouvrage. Et puis ce projet est tombé à l'eau parce qu'on s'est dit, bon, bah oui, mais bon, on va quand même pas, par exemple, Yann Kounen ne va pas parler du travail d'un autre réalisateur alors qu'il est lui-même réalisateur. Ça aurait pu paraître un peu étrange. Mais ce projet, il tenait la route parce qu'il y avait tellement de passerelles. Le lien, les connexions, la reliance, enfin, c'est extraordinaire. C'est un film qui était très emblématique, effectivement. Pour finir, tous les deux, j'aimerais bien vous entendre sur un phénomène qui est peut-être un peu plus complexe à saisir, mais que vous puissiez l'expliquer. On en a un peu parlé en filigrane. C'est vraiment ce phénomène d'attracteur toujours rétrocausal, cette idée que tout était sera déjà là et que le passé et le futur influencent en tous sens. Hein. Et dans cette idée que notre corps terrestre contient aussi la semence du ressuscité quelque part. Vous parlez évidemment des travaux de Sheldrake sur la survivance de l'identité dans l'au-delà. On a parlé de cette mémoire délocalisée tout au début dans cet ailleurs extra-temporel. Mais vraiment cette réactivation, ce phénomène de réactivation, de restitution de l'information à la fois préexistante et post-mortem à nos existences. Alors la question est très longue, elle met un peu tout dedans. Ouais. Mais qu'on puisse éclairer ça justement. Mais ce qui est assez fou quand même, c'est à un moment de prendre deux voies de recherche différentes, c'est-à-dire la parole des anciens, et notamment là on va parler d'Origène par exemple, qui était un des pères de l'Église, qui lui à un moment imagine, ou on a plus ou moins une connaissance intuitive, que de toute façon, et ça c'était aussi en accord avec la pensée égyptienne, que le corps mort, le cadavre quelque part, contient en germe le corps de résurrection, le corps glorieux. Donc Origène, il imagine à un moment une sorte de feu d'artifice sous forme d'étincelle énergétique qui permet justement ce passage d'un corps mort à un corps ressuscité, c'est-à-dire sous forme d'information, et qui ensuite peut ressusciter à partir de l'au-delà. Alors ça, c'est assez fascinant parce que on a eu
chercheurs, cette fois-ci en thanatologie, qui ont fait des expériences incroyables pour essayer de voir in vivo l'impact de la mort. Et par exemple, au niveau cérébral, on sait que l'image, par exemple, d'une chandelle qui est en train de s'éteindre, c'est pas ça du tout qui se passe. Le corps est traversé par une onde, par des ondes qu'on a réussi à identifier. Mais en plus, le cerveau, toute l'activité cérébrale, c'est comme un feu d'artifice, comme un jaillissement d'étincelles, comme disait Origène. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a comme une sorte d'explosion neuronale, cognitive, qui suggère donc cette énergie, cette information. Mais au-delà de ça, ce qui est fou, c'est que jusqu'à 48 heures après la mort d'une personne, sont réactivés des gènes qui avaient été muets tout au long de la vie de l'individu, qui sont les gènes de l'embryogenèse, c'est-à-dire les mêmes gènes qui ont permis quelque part de créer cet individu. Ouais, c'est bluffant, ça. Sont réactivés après la mort. Pourquoi ? Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi ceci et pourquoi pas d'autres ? Donc, ça pourrait suggérer qu'effectivement, selon les travaux de Sheldrake, mais cette fois-ci en prenant le phénomène de résonance morphique vu sous l'angle de la rétrocausalité, ça voudrait dire qu'il y a un phénomène de résonance morphique à partir de l'au-delà, où quelque part, le corps subtil, pour pouvoir exister dans l'au-delà, a quand même besoin d'un certain nombre d'informations qui sont liées à son corps physique, et que cette information doit absolument être transmise dans l'au-delà et réactivée à partir de l'au-delà. C'est fascinant. Jocelyn, ça t'évoque quoi, ça ? Ben oui, écoute, c'est fascinant comme tu le dis. Moi, j'aime bien cette idée qu'il y a une dynamique à l'œuvre au sein de laquelle l'évolution est permise, parce que si on dit effectivement le temps est une illusion, il n'y a pas vraiment de temps, en fait le Big Bang a lieu maintenant, notre futur, notre présent et notre passé coexistent en cet instant même, il n'y a que ici et maintenant qui existe. Donc pour qu'il y ait une évolution, s'il n'y a pas de temps, il faut bien qu'il y ait une dynamique, il faut bien qu'il y ait un mouvement. Donc moi j'aime bien cette idée de cycle, de recyclage constant. Le Big Bang a lieu maintenant, le futur existe maintenant, mais on est capable de le faire bouger grâce à nos intentions, etc., selon les idées qu'on a présentées dans le livre précédent. Et donc il y a ce recyclage permanent d'informations qui nous permet quand même d'évoluer, et on continue cette évolution dans le monde de l'au-delà, à mon avis. Ça c'est certain, on continue à grandir, à croître, voilà. J'avais cette vision en refermant votre livre de cet instanton originel, gravitationnel, qui pourrait être quelque part schématisé comme le Big Bang, et le point oméga qui serait deux faces de la même polarité, comme finalement la naissance et la mort, le début et la fin de toute chose, un sort de flux et reflux aussi, un inspire, un expire, une sorte de respiration et de mouvement, puisqu'effectivement à un moment il faut bien qu'il y ait un mouvement. Oui, c'est exactement là, et ça c'est super parce que là je trouve que c'est extraordinaire pour moi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est capable, et c'est génial, de comprendre et même de rajouter à nouveau de l'information sur cette vision. Parce que c'est ça dont il est question. C'est-à-dire qu'à un moment, ce point unitaire du réel, qui est un point de compression, en fait, de toutes les qualités possibles d'expression de la réalité, qu'elle soit événementielle, catégorielle ou autre, ce point-là, en fait, à un moment, c'est une vacuité. C'est-à-dire qu'il est vide. Et ce vide contient le tout. Et dans ce tout qui est vide, il y a notre conscience qui survit. Et à partir de là, il y a dans cet expire, à nouveau, le redéploiement possible de l'univers et même de notre vie sous forme de résurrection, à mon sens. C'est ce que j'ai appelé dans le chapitre « Incorporer le monde pour se réincorporer en lui ». Et c'est ce double mouvement qui peut effectivement s'apparenter à une respiration, et là tu rajoutes quelque chose d'extraordinaire, Anne. Merci, écoute, parfois je me dis, est-ce que j'ai vraiment compris ou c'est très intuitif? Complètement, là tu as tout compris là. Bon, en tout cas, merci infiniment à vous deux. Vous l'aurez compris, ce livre m'a absolument passionné. Je vous invite à le commander, que ce soit via le Click and Collect, si les librairies sont toujours fermées pour Noël. C'est vraiment un cadeau aussi à mettre sous le sapin si on veut bien comprendre tout ça. Je trouve qu'il est extrêmement novateur par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur l'au-delà, sur la conscience, sur la communication avec les défunts. Il apporte encore, je le disais hors antenne, quelque chose d'extrêmement nouveau, rafraîchissant. Au-delà de ces recherches, il bouge aussi les consciences quand on le lit. Donc pour ça, merci à tous les deux. Il s'appelle « Se souvenir de l'au-delà ». Il est préfacé par Yann Kounen, vous l'avez redit, et il est disponible aux éditions Guitry Daniel, évidemment. Merci à tous les deux. Merci Anne. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.